Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La visite d'une délégation de la CEDEAO au Mali. Le chef de l'État ghanéen, également président en exercice de l'organisation, Nana Akufo-Addo, est venu délivrer un message ferme au président de transition Assimi Goïta. Le respect du calendrier électoral était au cœur de leur rencontre. Un audit des contrats de concession forestière en vue d'examiner leur légalité. C'est la requête faite par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La procédure devrait être menée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et puis la hausse des prix alimentaires en Algérie. La problématique était à l'ordre du jour ce 17 octobre lors du Conseil des ministres. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan au Togo ce mardi. Il a été reçu à Lomé par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Les deux dirigeants ont échangé sur des sujets épineux, les menaces sécuritaires sur le continent, mais aussi la gestion de la pandémie, indique la présidence togolaise dans un communiqué. Une visite marquée également par la présence d'autres dirigeants africains. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, mais aussi son homologue du Libéria, George Weah. Il est venu délivrer un message ferme. Le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, était en visite au Mali le 17 octobre. Visite durant laquelle le chef de l'État ghanéen s'est notamment entretenu avec le président de transition Assimi Goïta. Au cœur de leurs échanges, le respect du calendrier électoral avec des élections prévues en février 2022. Samantha Sabero-Sabubanga. Mise en garde sur la tenue des élections. En visite officielle au Mali le dimanche 17 octobre 2021, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Nana Akufo-Addo, s'est entretenu avec le président de la transition, Assimi Goïta, sur le respect des engagements concernant la tenue des élections à venir. Lors de ce tête-à-tête, le président Nana Akufo-Addo a rappelé au colonel Assimi Goïta que les élections prévues en février 2022 devraient se dérouler comme prévu. Je pense que la mise en garde de la CEDEAO s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Mais cependant, je pense que la CEDEAO va devoir tenir compte qu'on peut appeler les impondérables, on va dire, liés à la gestion même de la crise malienne. Des impondérables qui ont trait notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire, mais aussi certains dossiers brûlants qui doivent avoir un début d'exécution, notamment le dossier concernant la lutte contre la corruption. Et à travers les différents dossiers qui sont en cours au niveau donc, du vérificateur général et au niveau donc, de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Selon un membre de la délégation de la CEDEAO, l'objectif de cette rencontre était de faire passer un message ferme à la junte. En dehors du respect des engagements sur la tenue des élections, plusieurs autres sujets ont été abordés par les deux hommes, à savoir l'insécurité, les assises nationales prévues du 25 octobre au 7 novembre et l'affaire Wagner, entre autres. Je pense que tous ces éléments doivent être mis en perspective pour que le peuple malien, au cours des assises à venir, les assises nationales qui doivent avoir lieu, commencer à la fin de ce mois et continuer jusqu'en mi-novembre, et au cours desquelles, donc au cours de ces assises nationales, le peuple malien donc, doit donner une orientation claire par rapport au calendrier électoral, aux échéances à venir, et pour que la CEDEAO en ce moment et le reste de la communauté internationale puissent accompagner le Mali sur la base donc, de ces recommandations du peuple malien. Toutefois, la CEDEAO rassure qu'une autre délégation reviendra à Bamako avant fin octobre 2021 en espérant obtenir des assurances. On rappelle le calendrier initial de la transition prévoit la tenue des élections en février 2022. Dans l'optique de disposer d'un temps suffisant pour mener à bien les élections, les autorités maliennes tablent sur un report des échéances. PPACI pour Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, c'est le nom de la nouvelle formation politique lancée par l'ancien président Laurent Gbagbo à Abidjan, et ce 4 mois après son retour au pays. S'il signe là son grand retour au sein de l'arène politique ivoirienne, l'ancien chef de l'État explique que cette nouvelle structure lui permettra de préparer son retrait. Nathalie Mo.
L'ex-président Laurent Gbagbo, 76 ans, prépare son retrait graduel de la scène politique ivoirienne. Une fin à son parcours politique qu'il veut apaiser, un chemin qu'il veut amorcer en douceur. Il a lancé le 17 octobre 2021 à Abidjan le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPA-CI. L'ancien dirigeant ivoirien s'ouvre désormais à une idéologie plus panafricaniste. Tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée de panafricanisme. Laurent Gbagbo berce un rêve, celui d'unir les pays africains. Seulement, il doit faire face à des défis importants, notamment la remobilisation de ses alliés politiques, lui qui en août 2021 a quitté le Front populaire ivoirien, dont il était le fondateur, au milieu de querelles internes qui ont fragilisé son autorité au sein du parti. Il devra aussi se reconstruire sans son ex-épouse Simone Gbagbo, qui a suivi ses pas en politique pendant plus de 3 décennies. Bien qu'étant un animal politique, l'homme a de la ressource, il a un passé, il a des compétences. Il y a quelque chose qui a été brisé avec toutes ces années qu'il a passées en prison. Circonstance aggravante, sa séparation assez difficile d'avec son compagnon de lutte, Madame Simone Gbagbo, a fait beaucoup de dégâts à son capital politique. D'abord auprès des femmes, ensuite auprès des chrétiens dont une bonne partie des évangélistes suivaient sa femme. Des représentants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, ont assisté au congrès du PPA-CI. Pour les partisans de Laurent Gbagbo, c'est la preuve que l'ancien président reste un acteur majeur de la reconstruction de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, retournement de situation en Éthiopie au sujet des bombardements à Mekele dans la région du Tigré. Après, je cite, le mensonge total évoqué par un porte-parole de l'État ce lundi. L'agence de presse du gouvernement a finalement confirmé dans la soirée que des bombardements avaient ciblé des infrastructures de communication. Bilan provisoire de ces frappes, au moins 3 morts selon une source hospitalière. Une situation qui préoccupe dans les rangs des Nations Unies. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit profondément inquiet d'une escalade du conflit. Promouvoir la transparence dans le secteur forestier, c'est l'objectif affiché par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a demandé à ce qu'un audit général des contrats de concession forestière soit mené en vue d'examiner leur légalité. Dans la même optique, le chef de l'État congolais a aussi exigé la suspension de l'ensemble des contrats jugés douteux. Marie-Raphaël Antolo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, demande la réalisation d'un audit général de tous les contrats de concession forestiers en vigueur dans le pays. Une mesure qui, d'après lui, vise à évaluer leur légalité juridique. La tâche sera par ailleurs effectuée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, notamment avec le lancement d'un inventaire global des domaines avec leur localisation, entre autres. Le secteur forestier est aujourd'hui à la base des grands enjeux de lutte contre le changement climatique et donc notre bourse principale dans les négociations internationales en ce qui concerne les compensations idoines. Mais maintenant, à partir du moment où c'est vraiment notre paquet, il est important que nous sachions dans quel état il est et que son cadastre soit connu. Sur les transactions visées par cette opération, figure l'octroi de ces concessions forestières à des fins de conservation couvrant 1,37 million d'hectares de forêt. Une initiative que certains observateurs déplore par ailleurs en raison du fait qu'elle dépasse la limite réglementaire de 500 000 hectares devant profiter à chaque opérateur en vertu du code forestier. Et ça me semble logique qu'au-delà de toute polémique complètement inutile, soit fait un audit, un inventaire réel de qui détient quoi et de la conformité de cela. Je pense qu'il ne faut pas voir autre chose que ça. En République démocratique du Congo, l'octroi de concessions pour l'exploitation forestière ces dernières années a suscité de nombreuses critiques de la part d'organisations environnementales et de la société civile. Par ailleurs, le 11 février 2021, l'organisation Greenpeace a demandé au pays l'annulation de 4 contrats de concessions forestières de plus de 770 000 hectares qu'elle a jugés illégaux.
En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune sévit face à la hausse des prix des produits alimentaires. Lors du Conseil des ministres organisé le 17 octobre, le chef de l'État a évoqué des mesures en vue de sanctionner la spéculation sur les prix des produits de base. Une révision du code pénal a notamment été mentionnée. Les précisions de Marie-Raphaël Antelot. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prend des mesures pour lutter contre la hausse des prix alimentaires dans le pays. Le 17 octobre 2021, lors de la réunion des conseils des ministres, le chef de l'État a insisté sur l'élaboration de la loi incriminant les spéculateurs et a par ailleurs ordonné la révision du code pénal. Pour le président, cette nouvelle loi permettra d'alourdir les sanctions contre les spéculateurs impliqués dans la hausse injustifiée des prix en vue de véritablement mettre fin à cette pratique dans le pays. L'Algérie, depuis des années, importe énormément et peut-être même de plus en plus de produits, notamment dans l'agroalimentaire, à défaut d'avoir développé ces dernières décennies une autosuffisance sur ces produits-là, quand on sait à quel point est-ce qu'ils dépendent du marché international et de la demande internationale. Je prends le blé comme exemple, qui a pris 35% d'une année sur l'autre, qui est soumis à une forte demande internationale avec la reprise post-Covid. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il est très difficile de limiter la hausse des prix dans l'agroalimentaire, sachant en tout cas que le blé reste une denrée essentielle dans l'agroalimentaire en Algérie. D'après des observateurs, les prix des produits alimentaires connaissent depuis quelques jours des augmentations exagérées au détriment des consommateurs. Pour certains experts agronomes du pays, cette hausse est due à l'augmentation de la demande suite à la reprise économique mondiale qui stagne depuis le début de la crise sanitaire. Toutefois, le président espère initier la société civile et les médias du pays dans cette bataille qui vise à lutter contre les pratiques commerciales qu'il qualifie de déloyales. Ce qu'on peut dire précisément sur cette loi, c'est que c'est un bienfait naturellement, mais il est totalement anormal d'avoir en Algérie, j'allais dire une anarchie entre guillemets sur les prix. On constate très souvent des augmentations de prix qui ne sont pas justifiées, notamment à l'approche du mois du Ramadan, où tous les produits de première nécessité augmentent parce qu'on sait qu'ils vont être achetés coûte que coûte. Donc on les augmente pour augmenter les marges. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que ça ne dépend plus de la volonté de tel ou tel commerçant, mais c'est le marché international qui impose une hausse de prix qui risque de peser très lourd dans le portefeuille de la ménagère algérienne. Selon le président Tebboune, cette nouvelle soumettra les spéculateurs à l'origine de la hausse des prix des produits alimentaires à une peine de pas moins de 30 ans de prison qui pourrait aller jusqu'à la perpétuité, voire la peine capitale. Néanmoins, le chef de l'État a chargé le ministre du Commerce, Kamel Rizk, de mener les campagnes de sensibilisation auprès des commerçants et de la société civile afin de leur expliquer la différence entre le stockage à des fins commerciales et le stockage visant à provoquer les pénuries. Dans le reste de l'actualité, 310, c'est le nombre de migrants secourus par la marine royale marocaine entre le 16 et le 18 octobre. Ces migrants, originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne, voyageaient à bord d'embarcations pneumatiques. Ils ont ensuite été remis à la gendarmerie royale. Rappelons qu'à la fin du mois d'août, la marine marocaine avait également secouru plus de 400 migrants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.